En novembre 2024, Donald Trump gagne la présidentielle américaine sur trois promesses. Une, je vais baisser les prix. Deux, je vais fermer la frontière. Trois, et celle-là, il l'a martelé pendant toute la campagne, je ne vous entraînerai pas dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. On est en mai 2026. L'inflation est repartie, l'essence a bondi et il y a quelques semaines, Trump a lancé l'opération Epic Fury contre l'Iran. Voici un chiffre à retenir. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a passé 400 jours au pouvoir. Sur ces 400 jours, il en a eu exactement 27 ou plus d'Américains approuver son action que ne la rejeter. Alors oui, on pourrait faire une vidéo de plus sur Trump ne tient pas ses promesses, etc. Sauf que c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que ses propres électeurs sont en train de se rendre compte. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais vous montrer trois choses. D'abord, comment la coalition Trump est en train de se fissurer en direct, live en 4K 120 fps. Ensuite, pourquoi les élections locales de 2025 et 2026 racontent déjà potentiellement le résultat de novembre prochain. Et enfin, pourquoi tout ça ressemble furieusement à 2006, une date que tout républicain américain connaît par cœur et qu'il préférerait oublier. Commençons par la scène la plus surréaliste de l'année en politique américaine, si on peut en élire une. Mars 2026, les États-Unis frappent l'Iran. Et là, normalement, il se passe un truc qu'on appelle l'effet drapeau. C'est-à-dire que quand un président part en guerre, sa popularité grimpe. Ça a marché pour Bush père en 1991, pour Bush fils après le 11 septembre et pour à peu près toutes les interventions militaires depuis 1945. Gallup, c'est-à-dire le grand institut de sondage, a mesuré tout ça, tous sans exception. Cette fois, selon les sondages compilés début mars, 38% des Américains soutiennent l'opération Epic Fury. À titre de comparaison, la guerre d'Irak, celle qui a ruiné politiquement George W. Bush, donc le fils, avait encore 37% de soutien après 3 putains d'années d'enlisement. Et Trump a atteint ce niveau après une semaine. Mais le plus intéressant, il est même pas là. Le plus intéressant, c'est qui critique la guerre. Tucker Carlson, ancienne star de Fox News, reçu à la Maison Blanche, a dit, je cite, c'est la guerre d'Israël. Megyn Kelly, d'un des plus gros podcasts conservateurs américains, personne ne devrait mourir pour un pays étranger. Candace Owen, Matt Walsh, Marjorie Taylor Greene, je vous passe la liste. Là, on parle d'un écosystème médiatique qui a fabriqué Trump, qui l'a porté en 2016, relancé en 2024 et défendu à chaque scandale, et qui là ne le suit pas. Alors attention, le divorce, il touche pas la base républicaine de base. Selon Marquette University, fin avril, 80% des électeurs républicains soutiennent encore Trump. La fracture, elle est ailleurs, chez les influenceurs qui parlent à cette base et chez les indépendants, ceux-là même qui avaient fait basculer l'élection en 2024. C'est cette partie-là de l'électorat que Trump est en train de perdre. Et au milieu de tout ça, on a le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui explique tranquillement devant des journalistes que oui, tout à fait, les États-Unis sont entrés en guerre parce qu'Israël allait le faire et que du coup, pour pas passer pour des mecs débiles, il fallait qu'ils frappent en premier. Traduction pour la base MAGA, votre America First, c'est pour les caméras. Mais tout ça, c'est pas anecdotique. Et ce n'est pas seulement l'Iran. Sur l'ensemble de son second mandat, Trump est tout simplement le président le plus impopulaire à ce stade depuis Lyndon B. Johnson. Et pour rappel, Lyndon B. Johnson, c'est quand même le président américain qui n'a pas été élu parce qu'il a accédé à la présidence après l'assassinat de Kennedy. Et en plus, cette administration était embourbée dans la guerre du Vietnam. Une guerre qui a traumatisé vraiment les Américains. Alors maintenant, pourquoi ça craque? Parce que Trump est en échec sur les trois piliers de son élection. Un, l'inflation. Il a été élu pour ça. C'est la raison pour laquelle les ouvriers du Michigan et les latinos de Floride, qui ont à peu près rien à voir en commun, ont basculé en sa faveur. Résultat, 18 mois plus tard, les fameux droits de douane que Trump répète sont payés par les pays étrangers sont en réalité payés par 100% des consommateurs américains. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'était la fête de New York, le Peterson Institute, Goldman Sachs, la Harvard Business School. Tout le monde en fait qui comprend à peu près l'économie sauf Trump. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans le caddie d'un Américain moyen? Parce qu'on dit l'inflation, ceci, cela, mais qu'est-ce que ça fait? L'essence, c'est 28% en plus sur un an. Une seule tomate, c'est 23% en plus. Et l'inflation qui flirte avec les 3,6 en avril, alors que Trump avait promis de la ramener à zéro. Il faut se dire que quand le prix de la tomate devient un sujet politique national, c'est plus de la conjoncture, c'est que ton économie, elle pue de la gueule. C'est un signal. D'ailleurs, l'économiste Adam Posem résume tout ça avec une formule: Trump a transformé les États-Unis d'assureurs du monde en racketteurs. Sauf que le problème des racketteurs, c'est qu'ils finissent toujours par racketter leurs propres clients. Et les clients ici, ce sont les électeurs de Trump. Deux, sur l'immigration. Sur la frontière, Trump a rempli son contrat.
Les arrivées, ça, indéniablement, elles ont chuté. Mais il est allé beaucoup trop loin. Les descentes de l'ICE dans les quartiers, les agents masqués, les familles séparées, 2 citoyens américains abattus à Minneapolis. Résultat, même dans l'électorat américain, le soutien s'effrite. 3. Les guerres. On vient d'en parler donc avec la guerre en Iran. 3 piliers, 3 échecs, et pendant ce temps, le prix du gallon d'essence a franchi les 4 dollars. Et ces 4 dollars, c'est pas un chiffre anecdotique, parce que les politologues américains, ils appellent ça la guillotine politique, les 4 dollars à la pompe. Parce qu'en fait, historiquement, aucun président n'y survit. D'après Fox News, donc ultra républicain et ultra pro-Trump en termes de médias, ils ont mené un sondage auprès de leurs auditeurs, et 62% des Américains jugent que les prix d'épicerie sont un problème. Donc là, c'est directement la base de Trump qui lui dit: «Frérot, ça coûte trop cher l'épicerie, il faut faire quelque chose». Alors vous allez me dire: «OK, mais les sondages, c'est une chose, les urnes, c'est une autre. Et puis même à ça, tu fais des conjonctures sur le fait que l'Iran, ça pourrait le faire chier ou avoir des problèmes ou et cetera. Mais est-ce que ça se transmet vraiment dans la réalité?» Eh bah, j'ai une réponse ou en tout cas un début de réponse à apporter. Depuis janvier 2025, il y a eu une dizaine d'élections partielles aux États-Unis. Donc là, on parle de sièges locaux, législatives spéciales, élections judiciaires, etc. On en parle assez peu en Europe parce qu'en fait, c'est ultra technique et l'équivalent, ça serait un peu qu'aux États-Unis, le New York Times ferait une sur les élections de la mairie de Clermont-Ferrand ou bien de la nomination d'un préfet dans la sous-préfecture des Bouches-du-Rhône. C'est pas le truc qui va rapporter le plus de clics. Mais pour autant, ces élections-là, qui se passent aux États-Unis, vu qu'elles concernent les Américains, bah, les stratèges américains, eux, ils regardent ça. En moyenne, les démocrates font 13 points de mieux que Kamala Harris, donc la candidate démocrate en 2024, dans les mêmes circonscriptions. 13 points de plus. C'est énorme en statistiques électorales et en politique. 13 points, c'est majeur. Mais il y a d'autres exemples concrets. Le Wisconsin, une démocrate a été élue avec 20 points d'avance dans un État que Trump avait gagné en 2024. Géorgie, l'ancienne circonscription de Marjorie Taylor Greene, donc une zone ultra républicaine, et bah, le candidat démocrate a fait 25 points de plus par rapport à 2024. Alors oui, il a perdu, mais une marge de progression de 25 points en l'espace de un an et demi, c'est monstrueux, surtout dans des États ultra républicains comme ça. Et le pompon, la cerise sur le sundae, c'est la Floride en mars 2026. La circonscription de Mar-a-Lago. Donc Mar-a-Lago, c'est littéralement là, c'est le fief de Donald Trump où il est domicilié, normalement en tant que citoyen, et c'est là où il peut voter lui aussi. Donc Mar-a-Lago, c'est vraiment le fief de Trump. Et bien les démocrates, ils gagnent un siège que le Parti républicain tenait avec 17 points d'avance. Donc là, il faut quand même se dire que quand les démocrates gagnent à côté de chez toi, c'est peut-être que là, il faut se remettre en question et le problème, c'est peut-être toi. Mais le plus intéressant, c'est même pas que les démocrates se mobilisent plus, c'est que les républicains ne se déplacent plus. Fox News, encore eux, le mesure lui-même. 14 points d'écart d'enthousiasme entre les démocrates et les républicains sur la motivation d'aller voter en novembre. En novembre 2026, qu'est-ce qui se passe? Il y a les élections de mi-mandat. Ça veut dire que lorsque le président américain arrive à peu près à la moitié de son mandat, eh ben, il y a une partie des sièges de la Chambre et une partie des sièges du Sénat, donc ces deux institutions qui constituent le Congrès, vont être remis en jeu pour que les gens aillent voter. Et ces élections-là sont toujours considérées comme un référendum sur la politique que le président américain a menée les 2 dernières années. Si on veut faire chier un président aux États-Unis et qu'on n'est pas content lorsqu'on est américain, bah on peut voter contre lui pour l'adversaire. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Bah, on va pas détailler les pouvoirs du président américain ici, mais s'il perd le Congrès, bah, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, comme par exemple le budget pourrait plus non plus déclencher de guerre de manière unilatérale, ou en tout cas, ça serait considéré comme illégal. Et s'il perd le Sénat, c'est aussi un autre contre-pouvoir supplémentaire au président qui fait qu'il ne peut pas faire passer les lois comme il veut. En guise d'équivalence, c'est un peu comme si le président de la République française il perdait l'Assemblée nationale. Ces élections de mi-mandat sont aussi extrêmement importantes parce que dans le scénario où Trump perdrait le Congrès, donc lancer la procédure d'impeachment, donc de destitution, pourrait se réaliser. Et là, s'ils ont les deux chambres, bah, en soi, rien n'empêcherait les démocrates d'aller au bout si, bien sûr, ils ont un argument crédible. Alors que s'ils conservent une des deux chambres, la procédure devient beaucoup plus compliquée. Donc c'est une élection qui est quand même importante, qui est un référendum sur la politique de Trump. Maintenant, venons-en à ce que je vous promettais au début. 2006, George W. Bush, 3 ans après l'invasion d'Irak. Il a renversé Saddam Hussein, un dictateur, un vrai, et ça, personne ne conteste. Il a le Congrès avec lui, donc les deux chambres, et il fait passer ses grandes réformes. Sur le papier, il est intouchable, il est vraiment en bonne posture. Novembre 2006, les républicains perdent
33 sièges à la Chambre, c'est énorme. Et 6 au Sénat, c'est pas mal non plus. Et donc, il perd la majorité aux deux chambres d'un coup. Bush va même le reconnaître et va même dire, lui, qu'il s'est pris une raclée. Ce que les analystes ont retenu de 2006, c'est que une guerre qui s'éternise, plus une économie qui vacille, plus une base qui se démobilise, c'est à peu près une défaite historique. Et regardez Trump en mai 2026, guerre en cours, économie qui se dégrade, la base qui se fissure. On est sur du 3 sur 3. Évidemment, l'histoire, elle se répète jamais exactement. Trump, il pourrait crier victoire en Iran dans 2 semaines, voire même, c'est ce qu'il est plus ou moins en train de faire, les prix, ils pourraient également se stabiliser. On pourrait rester avec cette inflation qui stagne aux alentours de 3,5, 6, 7%. Et le Parti démocrate aussi, tout simplement, pourrait trouver un moyen de se saboter. Il en est tout à fait capable, ils nous l'ont bien montré en 2024. Mais les indicateurs avancés, ceux que les politologues américains utilisent depuis 40 ans pour prédire donc les élections de mi-mandat qu'on appelle aussi les midterms, pointent tous dans la même direction. Donc voilà où on en est. Trump n'a pas encore perdu, mais pour la première fois depuis 2016, la question n'est plus est-ce qu'il est invincible, mais elle est devenue est-ce qu'il s'est tiré une balle dans le pied? Si c'est le cas, s'il perd vraiment les élections de mi-mandat, ce ne sera pas parce que l'opposition démocrate aura été brillante. Ce sera parce qu'il aura fait la seule chose qu'un président populiste, il ne peut pas tout simplement se permettre de faire, décevoir les gens qui l'ont élu parce qu'ils ne croyaient plus en personne d'autre. Est-ce que vous pensez qu'il va perdre les élections en novembre ou est-ce qu'il va encore retourner la table? En tout cas, ce que j'aimerais, c'est que vous le disiez en commentaire en restant respectueux et surtout pour me dire pourquoi vous pensez ça. Parce que sur ce genre de sujet, je peux vous garantir que je lirai tout. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à décortiquer la politique américaine et la géopolitique sans hystérie et sans complaisance. Et on se retrouve très vite parce qu'au vu du rythme des événements, j'ai peur qu'on n'ait pas fini d'en parler.